Mon père m'a renvoyé et a confié le travail de toute ma vie à mon frère, tu es trop émotive pour diriger. Fais tes cartons. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement pris ma liste de clients et je suis parti. 6 mois plus tard, il a appelé en pleurant, l'entreprise est en train de mourir, s'il te plaît, aide-nous. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a confié le travail de toute ma vie à mon frère incompétent, en me disant que j'étais trop émotive pour diriger. Il m'a donné 1 heure pour vider mon bureau. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris ma liste de clients, je suis sorti et j'ai attendu l'effondrement inévitable. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour suivre l'histoire jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. De quel endroit du monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La lumière fluorescente au-dessus de mon bureau vacillait depuis 3 jours. C'était une pulsation rythmée et lancinante qui semblait se synchroniser parfaitement avec la migraine qui tentait de me fendre le crâne en deux. J'ai pressé les talons de mes mains contre mes yeux, essayant de bloquer l'éblouissement, et j'ai pris une courte inspiration. J'aurais dû être à la maison. Je luttais contre une grippe sévère depuis une semaine, ma température oscillant dans un brouillard fiévreux. Mais nous étions en pleine transition du 3e trimestre pour notre plus gros client, Logistique Henriot. Si je n'étais pas là pour superviser les protocoles d'acheminement, les expéditions seraient bloquées. C'était toujours le cas quand je ne surveillais pas. La porte de mon bureau ne s'est pas simplement ouverte. Elle s'est ouverte à la volée avec un bruit sourd et autoritaire qui a fait trembler les certificats encadrés sur mon mur. J'ai sursauté, mon cœur battant un rythme douloureux contre mes côtes. J'ai baissé les mains pour voir mon père, Antoine, debout dans l'embrasure de la porte. Il n'était pas seul. Mon jeune frère, Luc, était adossé au cadre de la porte, tirant sur un fil lâche de son pull en cachemire, l'air de s'ennuyer. « Papa » ai-je croassé, ma voix rauque à cause de la maladie. « Est-ce que tout va bien ?» Je finissais juste le manifeste d'Henriot. J'allais rentrer à la maison dans 20 minutes. Antoine ne m'a pas regardé. Il a regardé la fenêtre derrière moi, fixant la cour des camions où notre flotte se chargeait pour le service de nuit. C'était un homme qui se tenait habituellement avec la raideur d'un général à la retraite, mais ce soir, il avait l'air fuyant, mal à l'aise. « Laisse le manifeste, Aline, a dit Antoine. Sa voix était étrangement plate. « Je ne peux pas, ai-je dit en attrapant ma bouteille d'eau. Si je ne signe pas la conformité pour les matières dangereuses, les chauffeurs ne peuvent pas quitter la région. Tu connais les règles. » J'ai dit de le laisser. A-t-il lancé sèchement. Le volume soudain m'a fait tressaillir. Luc a gloussé. Un son bas et humide. Tu as entendu l'homme. Lâche le stylo. Je les ai regardés tour à tour, la fièvre faisant légèrement tanguer la pièce. Que se passe-t-il? Y a-t-il eu un problème avec la banque? Antoine a enfin tourné ses yeux vers moi. Il n'y avait aucune chaleur en eux. Aucune préoccupation paternelle pour le fait que j'avais une mine de déterré. Il n'y avait qu'une froide résolution d'acier que je l'avais vu utiliser avec les représentants syndicaux et les concurrents, mais jamais avec moi. Nous procédons à une restructuration, a dit Antoine en joignant les mains derrière son dos. Avec effet immédiat. Une restructuration? Ai-je demandé en forçant un rire confus. Papa, nous fonctionnons à 90% d'efficacité. Je viens de réduire nos frais généraux de 15% le mois dernier. Pourquoi ferions-nous une restructuration? Parce que l'entreprise a besoin d'un président-directeur général qui projette la force, a dit Antoine, quelqu'un avec la bonne image pour l'avenir. Il a fait un pas vers le bureau. J'ai décidé de me retirer de mon poste de président-directeur général, à compter du 1er du mois. Mon cœur s'est envolé pendant une fraction de seconde. Nous en avions parlé. J'avais passé 15 ans à me préparer pour cela. J'avais un master en administration des affaires. J'avais mon permis poids lourd. J'avais occupé tous les postes, du quai de chargement à la salle du conseil. Papa, c'est énorme, ai-je dit en commençant à me lever, bien que mes jambes aient semblé être en coton. J'ai le plan de transition prêt. Je peux appeler le service juridique demain matin et... Assise. A aboyé Antoine. Je me suis figé, à moitié levé de ma chaise, avant de me rasseoir. Je confie l'entreprise à Luc, a dit Antoine.
Le silence qui a suivi était si absolu que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la salle de pause, au fond du couloir. « Luc » ai-je murmuré. J'ai regardé mon frère. Luc, qui avait abandonné l'université 2 fois. Luc, qui n'était venu au bureau que 3 fois le mois dernier, et généralement juste pour demander à la comptabilité de lui faire un chèque pour ses dépenses. Papa, Luc ne connaît pas le logiciel d'acheminement. Il ne connaît pas les clients. Il pense que le sigle PTAC est une marque de porte-clés. Il est mon fils, a dit Antoine, sa voix tremblant d'une étrange colère défensive. Et c'est une entreprise familiale. Elle porte notre nom. Il faut un homme à la barre pour assurer l'héritage. C'est la tradition, Aline. Tu as fait un excellent travail avec la paperasse, mais tu es trop émotive. Tu t'épuises. Regarde-toi. Il a fait un vague geste vers mon visage pâle et en sueur. Tu es tout le temps malade. Tu es faible. Je suis malade parce que j'ai travaillé 80 heures par semaine pour le couvrir. Ai-je crié en pointant un doigt tremblant vers Luc. Luc s'est détaché du cadre de la porte et est entré dans la pièce d'un air nonchalant. Il a fait le tour de mon bureau, envahissant mon espace, et a ramassé ma plaque nominative, Aline Vasseur, directrice des opérations. Il l'a soupesée dans sa main comme une pierre qu'il s'apprêtait à faire ricocher sur un lac. Ne sois pas amère, Frangine, a ricané Luc. Tu as toujours été plus une abeille ouvrière de toute façon. Diriger demande de la vision. J'ai de la vision. Tu as une dette de jeu, Luc, ai-je répliqué, l'adrénaline coupant momentanément la fièvre. C'est la seule vision que tu as. Assez. Antoine a frappé du poing sur mon bureau. La décision est prise. Les papiers sont signés. Luc est le président-directeur général. Et comme premier acte, il a décidé de rationaliser l'équipe de direction. Mon estomac s'est noué. Rationaliser. Luc a posé la plaque nominative face contre le bureau. On ne peut pas avoir 2 capitaines, Serette. Ça embrouille le personnel. En plus, ton salaire est excessif. Nous devons libérer cette trésorerie pour la nouvelle image de marque. Tu me renvoies. Ai-je demandé, les mots ayant un goût de cendre. Après 15 ans? Papa, j'ai construit le système Zénith. Toute l'entreprise fonctionne sur le réseau logistique que j'ai codé. Si je pars. Nous possédons le système, Aline, a dit Antoine froidement. C'est la propriété de l'entreprise, tout comme le reste de ce bureau. Il a regardé sa montre. Tu as 1 heure pour emballer tes effets personnels. La sécurité te raccompagnera à la sortie. Ne touche pas à l'ordinateur. Ne touche pas au dossier. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié, des larmes de pure frustration me brûlant les yeux. Il ne s'agit pas du travail. Il s'agit de la famille. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit pour nous. Antoine m'a tourné le dos. Tu ne l'as pas construit, Aline. Tu l'as juste géré. Rentre chez toi. Marie-toi. Trouve un mari pour s'occuper de toi. C'est ce que tu aurais dû faire depuis le début. Il est sorti sans se retourner. Luc est resté un instant, m'adressant un sourire qui n'était que dents. N'oublie pas ta tasse, a-t-il dit. Je crois que j'y ai vu un éclat. Ça te va bien. Alors que la porte se refermait dans un déclic, je suis resté assis seul dans la lumière vacillante, l'humiliation m'envahissant comme une vague froide et suffocante. La trahison était pire que la maladie elle-même. C'était une excision chirurgicale de toute mon identité, pratiquée par les 2 personnes que j'avais le plus aimées au monde. L'heure qui a suivi a été un flou de mouvements mécaniques. Je n'ai pas pleuré. Je pense que mon corps était en état de choc trop grand pour produire des larmes. J'ai simplement bougé comme un robot, ouvrant la boîte en carton que j'avais trouvée dans le placard à fourniture et y plaçant des objets, un par un. Une photo encadrée de papa et moi au pique-nique de l'entreprise il y a 5 ans. Clac. Ma souris ergonomique. Clac. Une rose séchée des funérailles de ma mère. Clac. Ma tête tournait, la fièvre faisant tanguer la pièce chaque fois que je me retournais. Je pouvais entendre des voix dans le couloir. Des chuchotements étouffés. Le personnel savait. Bien sûr qu'il savait. Les nouvelles voyagent plus vite que la lumière dans une entreprise de logistique.
J'ai regardé le classeur. Il était verrouillé, mais j'avais la clé sur mon trousseau. À l'intérieur se trouvaient les copies papier des protocoles Zénith, les commandes manuelles, les listes de contacts d'urgence pour les autorités portuaires et les notes personnelles sur les préférences de chaque client majeur. Antoine avait dit « Ne touche pas au dossier ». J'ai fixé le classeur. Ma main a plané au-dessus de la clé. Techniquement, l'entreprise possédait les données, mais les relations, la nuance intellectuelle sur la façon de gérer une grève dans le port de Marseille ou de calmer Monsieur Henriot quand une expédition était en retard, tout cela était dans ma tête. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. La porte s'est rouverte. Je n'ai pas sursauté cette fois. Je me suis juste tourné lentement. C'était encore Luc, mais cette fois il avait amené Véronique. Véronique, sa fiancée depuis 6 mois. Elle était une vision de la perfection manufacturée, des cheveux blonds figés par la laque, un tailleur pantalon blanc qui coûtait plus cher que ma voiture, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne m'avait jamais aimé. J'étais la belle-sœur ennuyeuse qui parlait de chaînes d'approvisionnement au dîner alors qu'elle voulait parler de location de yacht. Oh, Aline, a roucoulé Véronique, entrant dans le bureau comme si elle en était déjà propriétaire. Elle a regardé ma maigre boîte en carton avec une pitié exagérée. C'est tellement triste. Mais honnêtement, ma chérie, c'est pour le mieux. Tu as une mine affreuse. Le stress donne des rides, tu sais. Je suis malade, Véronique, ai-je dit en laissant tomber une agrafeuse dans la boîte. Pas que ça t'importe. Nous allons transformer ce bureau en salon, a dit Véronique en tournant sur elle-même, ses talons claquant sur le linoléum. Luc a besoin d'un endroit pour se détendre. Peut-être un bar là-bas, et cet horrible bureau doit disparaître. C'était le bureau de grand-père, ai-je dit doucement. C'est du vieux bois, a rejeté Luc, adossé au mur. Nous passons au moderne, verre et chrome. Nous faisons entrer l'entreprise dans le XXIe siècle. Fini la vieille sentimentalité poussiéreuse. J'ai regardé Luc. Il vibrait pratiquement d'un pouvoir non mérité. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il ne savait pas que le système Zénith nécessitait une actualisation manuelle des protocoles du serveur chaque mardi à minuit, sinon toute la base de données se désynchroniserait. Il ne savait pas que le représentant syndical, Grand Michel, ne négociait que si on lui apportait une marque de café spécifique et qu'on lui demandait des nouvelles de sa petite fille. Luc, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains, connais-tu seulement le mot de passe du serveur principal? Luc a ricané. Le service informatique s'en occupe. Je suis le président directeur général, Aline. Je ne tape pas de mot de passe. Je donne des ordres. C'est vrai, ai-je dit. Bien sûr. J'ai ramassé ma boîte. Elle n'était pas lourde, mais dans mon état affaibli, j'avais l'impression de porter un rocher. Bon, a dit Véronique en examinant ses ongles, dépêche-toi. Nous avons un décorateur qui arrive à 8 heures précises demain matin, et nous ne voulons pas de ton bazar dans le chemin. Une dernière chose, a dit Luc en se décollant du mur pour me barrer le chemin vers la porte. Il a tendu la main. Le téléphone de l'entreprise et les clés. Je l'ai fixé. Le téléphone contenait 15 ans de contact, les numéros personnels de présidents-directeurs généraux, de directeurs de port et de fonctionnaires gouvernementaux qui répondaient à mes appels parce qu'ils me faisaient confiance, pas au logo de l'entreprise. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti le téléphone. Je l'ai placé dans sa main, puis j'ai laissé tomber les clés par-dessus. Voilà, ai-je dit. Tout est à toi. Le royaume est à toi, Luc. Enfin, a-t-il souri en les empochant. Ne t'inquiète pas. Nous t'enverrons un chèque d'indemnité. 2 semaines de salaire. Nous ne sommes pas des monstres. 2 semaines pour 15 ans. Je suis passé devant eux et suis sorti dans le couloir. Le plancher de l'entrepôt en bas bourdonnait d'activité. Les chariots élévateurs bipaient. Les chauffeurs criaient. J'ai regardé la symphonie chaotique que j'avais dirigée pendant 1 décennie et demie. J'ai ressenti une étrange sensation. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une clarté froide et vive. Ils avaient pris mon titre, ils avaient pris mon bureau, ils avaient pris mon revenu. Mais alors que je marchais vers la sortie, serrant ma boîte de babioles personnelles, j'ai réalisé qu'ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'avais pas seulement construit le système Zénith.
J'avais déposé une licence pour l'algorithme de base à mon propre nom il y a 3 ans en tant que prestataire indépendant, avant que papa ne me mette techniquement sur la liste de paie des cadres. C'était une faille fiscale sur laquelle Antoine avait insisté pour économiser de l'argent sur les avantages sociaux à l'époque. Je possède le code source, et je possède les clauses de non-concurrence pour les sous-traitants. J'ai poussé les lourdes portes en verre et suis sorti dans l'air frais de la nuit. La fièvre me brûlait la peau, mais mon esprit tournait à plein régime. Profite bien du bureau, Luc, ai-je pensé en marchant vers ma voiture. Parce que sans les clés du moteur, tu es juste assise dans une voiture à l'arrêt. Pour comprendre pourquoi cette nuit m'a brisé, il faut comprendre ce que j'ai abandonné pour être là. Il y a 10 ans, quand maman est morte, Antoine s'est effondré. Il a disparu dans une bouteille de scotch pendant 6 mois. L'entreprise perdait de l'argent. Les clients partaient en masse parce que les expéditions se retrouvaient dans les mauvaises régions. J'avais 24 ans, fraîchement sorti de l'université avec une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique à Paris. C'était le travail de mes rêves. Je l'ai refusé. Je suis rentré à la maison. J'ai pris en charge la radio de répartition. J'ai conduit les tournées quand les chauffeurs se déclaraient malades. J'ai appris à coder en Python la nuit pour pouvoir construire un système de suivi que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter. J'ai manqué le mariage de ma meilleure amie parce qu'une cargaison d'insuline était coincée dans une tempête de neige dans les Alpes, et j'ai dû coordonner un hélicoptère de sauvetage. J'ai manqué des rendez-vous galants, des anniversaires, et finalement, j'ai complètement cessé d'essayer d'avoir une vie personnelle. L'entreprise était mon partenaire. Et Luc? Luc a passé ses années à se trouver. Il s'est trouvé à Monaco. Il s'est trouvé à Ibiza. Il s'est retrouvé en prison pour conduite en état d'ivresse, et j'ai payé pour faire disparaître l'affaire afin que cela n'affecte pas les primes d'assurance de l'entreprise. Antoine lui pardonnait toujours. Ce n'est qu'un garçon, disait papa. Il est plein de fougue. Il me rappelle moi-même. Mais le vrai changement s'est produit il y a 6 mois, lorsque Véronique est entrée en scène. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. C'était lors d'un dîner de famille, l'une des rares fois où j'ai quitté le bureau avant 20 heures. Luc l'avait ramenée à la maison pour la présenter à papa. Elle n'était pas seulement une petite amie, elle était une stratège. Elle s'est assise en bout de table, servant le vin d'Antoine, riant à ses blagues démodées et lui touchant le bras chaque fois qu'il parlait. Elle était consultante en images de marque, un titre vague qui semblait impliquer beaucoup de défilements sur Instagram et de dépenses d'argent. Vous savez, Antoine, avait dit Véronique ce soir-là en faisant tourner son pinot noir, c'est tellement dommage qu'une entreprise avec un tel héritage n'ait pas une présence mondiale. Luc a des idées si brillantes pour l'expansion. L'expansion demande du capital, avais-je interrompu en coupant mon steak. Nous réinvestissons nos bénéfices dans l'entretien de la flotte en ce moment. Ce n'est pas le moment de s'endetter. Véronique avait tourné ses yeux bleus et froids vers moi. Oh, Aline, tu es si pragmatique. Mais c'est le problème avec les femmes en affaires. Parfois, nous nous laissons trop submerger par les détails. Les hommes comme Luc et Antoine, eux, voient l'horizon. Antoine avait rayonné. Elle a raison, tu sais. Il faut rêver en grand, Aline. À partir de cette nuit-là, le poison a commencé à s'infiltrer. Véronique était à la maison tous les week-ends. Elle a commencé à redécorer le salon. Puis elle a commencé à organiser l'emploi du temps d'Antoine. Soudain, je n'étais plus invité au brunch du dimanche parce que, nous parlions affaires et ne voulions pas t'ennuyer. J'ai commencé à remarquer des frais étranges sur la carte de crédit de l'entreprise, des honoraires de consultation payés à une société écran enregistrée au nom de Véronique. Quand je les ai signalés à papa, il m'a repoussé d'un geste de la main. Elle aide Luc à se préparer pour son futur rôle, avait dit papa, l'air agacé que j'ai soulevé la question. Elle lui apprend à avoir l'air à la hauteur. Tu devrais le soutenir. Soutenir le détournement de fonds. Avais-je demandé. C'était la mauvaise chose à dire. C'est à ce moment-là, je pense, que la décision a été prise. Véronique a dû aller voir Antoine ce soir-là en pleurant des larmes de crocodile sur le fait que j'étais méchante et jalouse, que j'essayais d'empêcher Luc d'accomplir sa destinée. Et maintenant, nous en étions là. J'étais assise dans ma voiture sur le parking, à regarder les lumières de l'immeuble de bureau. J'ai vu l'ombre de 2 silhouettes dans la fenêtre de mon bureau. Ils étaient probablement en train de sabrer le champagne.
Véronique était l'architecte de ce coup d'État. Elle se fichait de l'entreprise de logistique. Elle ne faisait pas la différence entre un transpalette et un chariot élévateur. Elle voyait l'entreprise comme une tirelire pour financer le style de vie auquel elle estimait que Luc avait droit et, par extension, elle-même. Elle voulait les actifs liquides. Elle voulait vendre le terrain, vendre la flotte et vivre des intérêts. Mais pour cela, elle devait se débarrasser de l'obstacle ennuyeux et pragmatique. Elle devait me faire disparaître. J'ai démarré la voiture, le moteur s'éveillant dans un grondement. Mon téléphone personnel prépayé que je gardais pour les urgences, a vibré dans le porte-gobelet. C'était un texto de Grand Michel, le contremaître du syndicat. Michel, je t'ai vu sortir avec une boîte. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai regardé le message. Je pouvais lui répondre tout de suite. Je pouvais tout lui dire. Si je le faisais, les chauffeurs se mettraient en grève avant l'aube. Les camions ne bougeraient pas. L'entreprise serait paralysée en 12 heures. C'était tentant. Mon Dieu, c'était tentant. Mais je n'ai pas tapé de réponse. Pas encore. J'avais besoin de récupérer. J'avais besoin de dormir pour faire passer cette fièvre. Et ensuite, j'avais besoin de consulter un avocat parce que pendant que Véronique et Luc étaient occupés à mesurer le bureau pour des rideaux, ils ne réalisaient pas que le système Zénith avait un interrupteur d'urgence, et j'étais la seule à avoir le détonateur. J'ai passé une vitesse et je suis parti, laissant l'empire que j'avais bâti entre les mains d'un garçon qui pensait que le leadership était un titre et d'une femme qui pensait que le vol était une stratégie. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai pas quitté mon appartement. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. J'ai surtout dormi, laissant la fièvre se consumer pendant que mon subconscient traitait la démolition absolue de ma vie. Quand je me suis enfin réveillé le 4e matin, la fièvre avait disparu. À sa place, il y avait une clarté froide et dure qui ressemblait à de l'acier dans ma colonne vertébrale. J'ai pris une longue douche, me débarrassant de la maladie et du sentiment d'impuissance. J'ai préparé une cafetière de café fort et je me suis assise à l'îlot de ma cuisine avec mon ordinateur portable et la boîte de dossiers que j'avais sortie du bureau. Je n'étais plus une employée. J'étais une créancière, et il était temps de recouvrer ma créance. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc. Marc n'était pas l'avocat de l'entreprise. C'était un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle que j'avais rencontré lors d'un sommet technologique à Paris 3 ans auparavant. Nous étions restés en contact, débattant principalement du droit des contrats par courriel. Aline ? Sa voix était surprise. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des mois. Tout va bien ? J'ai besoin d'une consultation d'urgence, Marc, ai-je dit, ma voix rauque mais ferme, concernant le protocole logistique Zénith, plus précisément le contrat de licence entre le développeur moi et l'entité exploitante, Logistique Vasseur. Il y eut une pause, le son d'une frappe sur un clavier. J'ai le dossier juste ici. Tu as déposé le renouvellement l'année dernière en tant que prestataire indépendant, n'est-ce pas ? Pour séparer la responsabilité de la propriété intellectuelle de l'assurance du transporteur. Exactement, ai-je dit. J'ai besoin de connaître le statut de la clause d'exclusivité. Donne-moi une seconde. Voilà. Licence accordée à Logistique Vasseur pour une période de 12 mois. Renouvelable annuellement sur consentement écrit du concédant. Aline, cela expire dans 19 jours. Et si ce n'est pas renouvelé, alors la licence du logiciel prend fin. L'interface utilisateur se verrouille. La base de données devient en lecture seule. En gros, le système se transforme en un presse-papier numérique très cher. Pourquoi ? Tu vends la propriété intellectuelle ? Non, ai-je dit en buvant une gorgée de café. J'ai été renvoyé il y a 3 jours, et le nouveau président-directeur général ne sait pas que la licence existe. Marc a laissé échapper un léger sifflement. Oh, ça change les choses. Légalement, tu n'as aucune obligation de renouveler. En fait, s'ils continuent à utiliser le code source après la date d'expiration sans contrat, ils sont passibles de vol de propriété intellectuelle. Les dommages-intérêts légaux pourraient être importants. Je ne veux pas de dommages-intérêts, Marc, ai-je dit en regardant la ligne d'horizon de la ville. Je veux un levier. Rédige un avis formel d'expiration. Ne l'envoie pas au service juridique. Envoie-le directement à l'adresse courriel du président-directeur général. Je veux que Luc le voie. Considère que c'est fait. Autre chose ?
Oui. Connais-tu un bon détective privé? Quelqu'un qui se spécialise dans la fraude financière? Je connais un type. Ancien expert comptable pour la police judiciaire. Il est cher. J'ai des économies, ai-je dit. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents d'une femme nommée Véronique Meunier. Elle est apparue de nulle part il y a 6 mois, et j'ai le sentiment que Meunier n'est pas son nom de naissance. Je ferai les présentations, a dit Marc. Aline, fais attention à toi. S'il y a beaucoup d'argent en jeu, les gens deviennent méchants. Ils ont déjà été méchants, ai-je répondu. Maintenant, je prends juste ma revanche. Après avoir raccroché, je ne suis pas resté assise à attendre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à répondre au flot de messages LinkedIn que j'avais ignorés. Fournisseurs, concurrents et clients avaient entendu les rumeurs. Aline, j'ai entendu que tu avais quitté Vasseur. Où vas-tu atterrir? Aline, nous avons des problèmes avec les ordres de répartition. Qui devons-nous appeler maintenant? J'ai rédigé une réponse standard et polie, je ne suis plus chez Logistique Vasseur. J'opère actuellement en tant que consultante indépendante en chaîne d'approvisionnement. Pour tout problème concernant Logistique Vasseur, veuillez contacter leur président-directeur général, Luc Vasseur. J'ai envoyé 50 messages. Puis j'ai attendu. Il a fallu 4 heures pour que la première fissure apparaisse. Mon portable personnel a sonné. C'était Monsieur Henriot, le vice-président des opérations pour Logistique Henriot, notre plus gros client. Aline, que diable se passe-t-il là-bas? A-t-il aboyé sans préambule? Bonjour, Monsieur Henriot, ai-je dit d'un ton calme. Je suppose que vous faites référence à la restructuration. Restructuration? J'appelle ça un désastre. J'ai 6 camions immobilisés sur un parking dans le Rhône parce que les codes de répartition sont invalides. J'ai appelé votre bureau, et un gamin nommé Charles ou Baptiste m'a dit que le système est en mise à jour. Je ne paie pas pour des mises à jour, Aline. Je paie pour du mouvement. Réparez ça. Je ne peux pas, Monsieur Henriot, ai-je dit en injectant juste la bonne dose de regret dans ma voix. Je ne travaille plus là-bas. J'ai été licencié mardi. Silence. Un silence lourd et stupéfait. Vous avez été licencié? A-t-il demandé, sa voix baissant d'une octave. Qui gère les protocoles Zénith? Mon frère, Luc. Celui qui a écrasé un chariot élévateur à la fête de Noël il y a 2 ans. Lui-même. Monsieur Henriot a laissé échapper une série de jurons qui auraient fait rougir un marin. Aline, j'ai un contrat avec Vasseur grâce à vous. Si ce n'est pas résolu d'ici la fin de la journée, je retire le compte. Je ne peux pas me permettre ça. Je comprends, ai-je dit. Si vous décidez de chercher de nouveaux partenaires logistiques, mon cabinet de conseil accepte des clients sélectionnés à partir du mois prochain. Je serai heureuse de gérer votre transition vers un nouveau transporteur. Je pourrais bien accepter votre offre, a-t-il grommelé. J'appelle votre père. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. Le piège était tendu. Luc avait le titre, mais il n'avait pas les relations, et il n'avait certainement pas le code. Il leur a fallu 2 semaines pour craquer. 2 semaines de silence de ma famille pendant que j'observais le chaos se dérouler à distance. Je n'avais pas besoin d'être dans le bâtiment pour savoir ce qui se passait. Je pouvais le voir dans les rumeurs du secteur. Les chauffeurs démissionnaient. Les expéditions étaient en retard. La note de l'entreprise sur Google est passée de 4,8 à 3,2 en 14 jours. Puis, un mardi matin pluvieux, 3 jours avant l'expiration de la licence Zénith, mon téléphone a sonné. C'était Antoine. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô? Aline, sa voix semblait fatiguée, dépouillée de l'autorité grandiloquente qu'il avait exercée lors de mon licenciement. Nous devons parler. Je suis occupé, papa, ai-je dit en tapant sur mon ordinateur portable. J'ai une réunion avec un client dans 1 heure. Ça ne peut pas attendre. A-t-il lancé sèchement, une lueur de l'ancienne colère revenant. Le système, l'ordinateur nous donne un message d'avertissement. Quelque chose à propos d'une violation de licence. Luc dit que tu as mis un virus sur le serveur avant de partir. J'ai ri, un son froid et sec. Ce n'est pas un virus. C'est un contrat. Luc n'a pas lu le courriel que mon avocat a envoyé.
Il l'a peut-être manqué. Il est très occupé, a balbutié Antoine. Écoute, viens simplement. Viens et répare ça. Nous pouvons parler de compensation. Peut-être des honoraires de consultante. Je suis cher, papa. Viens, c'est tout. Je suis arrivé au bureau 1 heure plus tard. Le bâtiment semblait le même, mais l'atmosphère était entièrement différente. Le gardien de sécurité, le vieux monsieur Collin, avait l'air soulagé de me voir. Mademoiselle Aline, a-t-il hoché la tête en ouvrant la barrière. Ça a été un vrai zoo ici. Tenez bon, Collin, ai-je dit. Je suis entré dans le hall. La réceptionniste, une nouvelle que je ne reconnaissais pas, tapait frénétiquement tandis qu'un téléphone sonnait sans réponse sur son bureau. Je suis passé devant elle, directement vers la salle de conférence où je savais qu'ils attendraient. J'ai ouvert la porte. La salle de conférence, autrefois un lieu de stratégie sérieuse, ressemblait à une salle de crise pour une armée en déroute. Des papiers étaient éparpillés partout. Des tasses de café jonchaient la table. Antoine était assis en bout de table, semblant avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Luc faisait les 100 pas, sa cravate desserrée, la sueur perlant sur son front. Véronique était assise à côté d'Antoine, faisant défiler son téléphone, l'air plus agacé qu'inquiète. Enfin, a craché Luc en me voyant entrer. Répare ça. Maintenant. Le message d'avertissement nous bloque l'accès au manifeste des chauffeurs. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout à l'autre bout de la table, posant ma mallette sur la surface en acajou. Je ne suis pas ici pour réparer un bug, Luc, ai-je dit calmement. Je suis ici pour discuter des termes de votre bail. Bail ? Véronique a levé les yeux, plissant le regard. De quoi parles-tu ? Nous possédons les ordinateurs. Vous possédez le matériel, ai-je corrigé. Vous possédez les serveurs, les écrans et les claviers. Mais le logiciel, la plateforme Zénith, appartient à Consultation AV. C'est-à-dire, à moi. J'ai sorti un document de ma mallette et l'ai fait glisser sur la table. Voici l'enregistrement du droit d'auteur. Et ceci, j'ai fait glisser un second papier, et le contrat de licence signé par Antoine Vasseur il y a 3 ans. Il expire dans 72 heures. Une fois qu'il expire, le système efface le cache local et verrouille la base de données pour protéger ma propriété intellectuelle. Luc a saisi le papier, le parcourant frénétiquement. C'est. Tu ne peux pas faire ça. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Antoine a pris le document, ses mains tremblant légèrement. Il l'a lu, son visage blêmissant. Je me souviens de ça, a-t-il murmuré. Le comptable a dit que c'était une astuce fiscale intelligente de te payer en tant que fournisseur pour les coûts de développement. C'était une astuce intelligente, ai-je convenu. Jusqu'à ce que vous renvoyiez le fournisseur. Tu as fait ça exprès. A hurlé Véronique en se levant. Tu as planifié ça. Tu nous as piégés. J'ai protégé mon travail, ai-je dit, ma voix se durcissant. Tout comme tu protèges le tien, Véronique. Bien que j'essaie toujours de comprendre en quoi consiste exactement ton travail. Alors, que veux-tu ? A exigé Luc en frappant du poing sur la table. Tu veux récupérer ton poste ? C'est ça ? Très bien, tu peux être directrice des technologies de l'information, mais je reste le président-directeur général. Je l'ai regardé avec une pitié sincère. Il ne comprenait toujours pas. Je ne veux pas travailler pour toi, Luc. Je ne travaillerai pas pour toi même si tu me payais le double. J'ai mes propres clients maintenant. Alors déverrouille le système. Je peux, ai-je dit, pour un certain prix. Les frais de licence d'entreprise pour le système Zénith sont de 46 000 € par mois, payables trimestriellement à l'avance. 46 000 €. C'est étouffé Antoine. C'est du vol. Nous fonctionnons déjà avec des marges minces. Ces marges étaient plus épaisses quand je gérais les frais généraux, lui ai-je rappelé. Mais vous vouliez une entreprise moderne. Les logiciels modernes sont chers. C'est à prendre ou à laisser. Vous avez 3 jours pour signer le contrat et virer le premier paiement. Sinon, le système s'éteint vendredi à minuit. Nous ne paierons pas, a sifflé Véronique. Nous prendrons un nouveau logiciel. Allez-y, ai-je souri.
La migration d'une base de données de cette taille vers une nouvelle plateforme prend environ 3 mois. Vous avez 3 jours. Faites le calcul. J'ai refermé ma mallette d'un coup sec. Tu es en train de tuer l'entreprise familiale, a dit Antoine, sa voix tremblante. Ton grand-père a fondé cette entreprise. Non, papa, ai-je dit en croisant son regard. Vous l'avez tué le moment où vous avez décidé que l'ADN était plus important que la compétence. Je vous facture juste les funérailles. Je me suis retourné pour partir. Tu n'es qu'une. A crié Luc derrière moi. Je suis une femme d'affaires, ai-je corrigé sans me retourner. Tu devrais essayer d'en devenir un. Je ne m'attendais pas à ce qu'il paie. Pas immédiatement. Je savais que l'ego de Luc était trop fragile et la cupidité de Véronique trop dévorante pour signer un chèque de 138 000 € sans se battre. Ils ont passé les 48 heures suivantes à essayer de pirater mon système. Je pouvais voir les tentatives sur mes journaux de serveur à la maison. Des attaques par force brute maladroites. Ils avaient dû engager une firme informatique bon marché pour essayer de casser le chiffrement. J'ai regardé les tentatives échouer, l'une après l'autre, en sirotant du thé dans mon salon. Zénith n'était pas seulement du code, c'était une forteresse que j'avais construite sur une décennie. Ils n'allaient pas entrer. Pendant qu'ils étaient distraits par le verrou numérique, la vraie bombe est arrivée dans ma boîte de réception. C'était le rapport du détective privé. Sujet, rapport d'enquête, V.E. Meunier. J'ai ouvert le document PDF. Il faisait 40 pages. J'ai commencé à lire, et mon sang s'est glacé. Véronique Meunier n'existait pas. La femme qui choisissait actuellement des rideaux pour le bureau de mon père était née Vanessa Rowe. Elle avait un casier judiciaire qui s'étendait sur 3 régions, fraude, détournement de fonds, usurpation d'identité. Elle avait un mode opératoire. Elle ciblait des entreprises familiales avec des patriarches vieillissants, s'insérait dans la dynamique familiale généralement en sortant avec le fils raté ou le veuf solitaire puis poussait à la liquidation des actifs. Il y avait une entreprise de paysagisme en Normandie, une chaîne de boulangerie sur la Côte d'Azur, toutes deux en faillite dans l'année suivant son arrivée. À chaque fois, elle disparaissait avec une part importante des honoraires de consultation et des actifs liquidés. Elle n'était pas seulement une croqueuse de diamants, c'était un vautour. Et elle était actuellement en train de convaincre mon frère de vendre la flotte. J'ai vu l'annonce sur un site de vente aux enchères industrielles cet après-midi-là, vente de liquidation de flotte, 50 semi-remorques. Achat comptant immédiat requis. Ils vendaient les camions. Ils allaient vider l'entreprise pour de l'argent rapide avant que l'effondrement du système ne détruise complètement sa valeur. J'ai attrapé mes clés. Je ne pouvais pas rester là à regarder ça. Je détestais ce qu'ils m'avaient fait, mais cette entreprise employait 200 personnes, des chauffeurs avec des prêts immobiliers, des mécaniciens avec des enfants à l'université. Si Véronique vendait la flotte, ils perdaient tous leur emploi instantanément. Je suis retourné au bureau en voiture, dépassant plusieurs fois les limitations de vitesse. Il était tard, près de 19 h le jeudi. Le parking était presque vide, mais la berline d'Antoine et la voiture de sport de Luc étaient là. Je suis entré en trombe dans le bâtiment, ignorant la réception. Je pouvais entendre des cris venant de la suite de direction. « Tu ne peux pas vendre les camions, idiot. Nous avons des contrats. » C'était Antoine. Il avait l'air affolé. « Nous avons besoin de l'argent, papa. Aline va nous fermer demain. Si nous vendons la flotte maintenant, nous pouvons rembourser la banque et démarrer une opération plus petite. C'est le seul moyen. » Luc criait en retour. « Ce n'est pas une opération plus petite. C'est la retraite, » a coupé la voix de Véronique. « Antoine, écoute la raison. L'industrie est en train de mourir. Prends l'argent. Nous pouvons acheter cette propriété dans le Luberon. Nous pouvons nous détendre. » J'ai ouvert la porte d'un coup de pied. Ils se sont tous les trois figés. « Elle vous ment, » ai-je dit, à bout de souffle. J'ai brandi le rapport imprimé du détective privé. « Sors !» a hurlé Luc. « Sécurité !» « Tais-toi, Luc !» ai-je lancé sèchement. Je suis allé droit vers Antoine. Il était pâle, se tenant la poitrine. « Papa, regarde ça. Son nom n'est pas Véronique. C'est Vanessa Rowe. Elle a fait ça à une entreprise de construction à Nantes l'année dernière. Elle vous pousse à liquider les actifs, prend sa part et disparaît. » J'ai fourré les papiers dans ses mains.
Lis. Regarde la photo d'identité judiciaire à la page 4. Antoine a baissé les yeux, ses mains tremblant si fort que le papier bruissait. Il a tourné la page. Il a fixé la photo en noir et blanc d'une Véronique plus jeune et moins sophistiquée. Le silence dans la pièce était assourdissant. Antoine a levé les yeux vers Véronique, l'adoration disparue, remplacée par une prise de conscience horrifiante. « Vanessa » a-t-il murmuré. Véronique Vanessa n'a pas paniqué. Elle n'a pas pleuré. Son visage est devenu complètement vide, le masque de la belle-fille dévouée tombant instantanément. Elle avait l'air de s'ennuyer. « C'est un faux » a-t-elle dit d'une voix plate. Aline a imprimé ça sur Internet. Elle est jalouse, Antoine. Elle veut ruiner le bonheur de Luc. Il y a des empreintes digitales, ai-je dit, et des dossiers judiciaires. Et j'ai le détective privé en numérotation rapide. Papa, elle t'escroque. Elle va prendre l'argent de la vente des camions et s'enfuir. Antoine a regardé Luc. Le savais-tu? Luc a regardé entre moi et Véronique, les yeux écarquillés de panique. Elle a dit. Elle a dit que c'était juste une mauvaise rupture dans son passé, que les gens inventaient des mensonges. Tu le savais. A rugi Antoine, son visage devenant d'un violet dangereux. Elle m'a tout dit. S'est défendu Luc en reculant. Elle a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour payer des frais de justice suite à un malentendu. Papa, elle m'aime. Elle aime ton héritage, espèce de... Ai-je crié. Véronique a soupiré en lissant sa jupe. Eh bien, a-t-elle dit en regardant sa montre, ceci est devenu fastidieux. Elle s'est dirigée vers le bureau et a pris son sac à main. Je pense que je vais aller à l'hôtel. Luc, appelle-moi quand tu auras réglé le cas de ta sœur psychotique. Tu ne vas nulle part, ai-je dit en me mettant devant elle. J'ai appelé la police en venant. Ils sont intéressés par les accusations de fraude électronique de la Côte d'Azur. Les yeux de Véronique ont brillé d'une peur sincère pour la première fois. Elle m'a poussé violemment. J'ai reculé en heurtant le cadre de la porte. Bouge. A-t-elle crié. Elle s'est faufilée devant moi, courant dans le couloir. Vanessa. A hurlé Luc en la poursuivant. Attends. Je ne les ai pas poursuivis. J'ai regardé Antoine. Il s'était effondré sur sa chaise, le rapport du détective privé éparpillé sur le sol. Il se tenait le bras gauche. Papa. Je me suis précipité vers lui. Ma poitrine, a-t-il haleté, le visage gris. Aline, les camions. Oublie les camions, ai-je dit en cherchant mon téléphone pour appeler le 112. Le système, a-t-il sifflé en attrapant mon poignet avec une force surprenante. Ne le laisse pas s'éteindre. S'il te plaît. C'est tout ce que nous avons. Je l'ai regardé, un homme brisé qui m'avait rejeté, me suppliant maintenant de sauver la chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Respire, papa, ai-je dit en composant le numéro. Les secours arrivent. Mais alors que les sirènes hurlaient au loin, je savais que l'échéance approchait toujours. Le système Zénith devait se verrouiller dans 28 heures. Et sans président-directeur général pour signer le contrat ou chèque pour passer à la banque, le code se fichait des crises cardiaques ou des escrocs. Il ne se souciait que des règles. Et les règles étaient absolues. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente de l'hôpital étaient différentes de celles de mon bureau. Elles ne vacillaient pas. Elles bourdonnaient simplement avec une constance stérile et aveuglante qui me brûlait les yeux. J'étais assise sur la chaise en plastique dure depuis 3 heures. Mon ordinateur portable était ouvert sur mes genoux, l'écran brillant d'un compte à rebours que j'avais réglé. Statut du système Zénith, verrouillage dans 4h12. 4 heures. C'était tout ce qui restait à Logistique Vasseur avant que les serveurs n'effacent le cache local et que toute l'opération ne s'arrête brutalement. Les portes doubles au bout du couloir se sont ouvertes brusquement. Ce n'était pas un médecin. C'était Luc. Il avait l'air d'avoir été traîné derrière une voiture. Son costume coûteux était trempé de pluie. Sa cravate avait disparu. Et il y avait une tache de boue ou peut-être de graisse sur sa joue. Il avait l'air hagard, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il n'a pas couru vers les portes des soins intensifs pour prendre des nouvelles de notre père. Il a couru droit sur moi. Elle a pris la Porsche,
a-t-il halté en s'effondrant sur la chaise en face de moi. Elle a pris la voiture, Aline, et la carte de crédit de l'entreprise. Et les titres de propriété signés pour les 10 premiers camions. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Je t'avais dit qu'elle le ferait. La police? J'ai appelé la police, a-t-il balbutié en s'essuyant le nez avec sa manche. Ils ont dit. Ils ont dit que sans preuve de vol, c'est une affaire civile parce que je lui ai donné les clés. Je lui ai donné les clés, Aline. Tu lui as donné bien plus que des clés, Luc, ai-je dit en croisant enfin son regard. Tu lui as donné l'héritage. Comment va-t-il? Luc a hoché la tête vers les soins intensifs. Stable, ai-je dit. Infarctus du myocarde léger. Induit par le stress. Il est sous sédatif. Il ne se réveillera pas avant demain. Luc a mis sa tête dans ses mains. Demain, c'est trop tard. La banque m'a appelé en venant. Ils ont vu l'annonce de la vente aux enchères. Ils gèlent les comptes d'exploitation à minuit. Si les comptes gèlent, nous ne pouvons pas payer les salaires. Si nous ne pouvons pas payer les salaires, les chauffeurs s'en vont. Il a levé les yeux, le regard rouge et désespéré. Et puis ton compte à rebours s'arrête. C'est fini. Nous sommes en faillite. Tu es en faillite, ai-je corrigé. Moi, je m'en sors très bien. Aline, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix se brisant. Je sais que j'ai été un crétin. Je sais que je ne méritais pas le poste, mais tu ne peux pas laisser l'entreprise mourir comme ça. Pas pendant que papa est allongé là-dedans. Répare ça. Déverrouille le système, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas vu le président-directeur général arrogant qui avait jeté ma plaque nominative à la poubelle. J'ai vu un petit garçon effrayé qui jouait à se déguiser dans le costume d'un homme. Je ne peux pas simplement réparer ça, Luc, ai-je dit doucement. La situation a changé. Il ne s'agit plus seulement d'une licence de logiciel. Il s'agit de responsabilité. Si je déverrouille ce système alors que tu es président-directeur général, j'aide et encourage techniquement la mauvaise gestion d'une entreprise en difficulté. Mon avocat se désespérerait si je touchais à ce clavier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A-t-il murmuré. Nous avons une réunion, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Ici, maintenant. Avec qui? Je me suis levé et j'ai lissé mon blazer. Avec les gens que tu as trahis. 20 minutes plus tard, la chapelle de l'hôpital, une petite pièce tranquille avec des rangées de chaises, est devenue la salle de crise pour l'avenir de Logistique Vasseur. J'avais passé les appels pendant que Luc sanglotait dans le couloir. Grand Michel, le contremaître du syndicat, est arrivé le premier, portant toujours son gilet haute visibilité, sentant le diesel et la pluie. Il n'a pas regardé Luc. Il est venu droit vers moi et m'a serré la main. Aline, a-t-il grondé, j'ai entendu pour Antoine. C'est vraiment dommage. Merci d'être venu, Michel, ai-je dit. Ensuite, c'était monsieur Henriot de Logistique Henriot. Il était à un dîner en ville et est arrivé en smoking, l'air furieux et déplacé. Enfin, la représentante de la banque, une femme aux yeux vifs nommée Madame Chevalier, est entrée. Elle portait une mallette et regardait sa montre. Faites vite, a dit Madame Chevalier en s'asseyant. J'ai un ordre de saisie rédigé et prêt à être déposé à 9 h du matin. Luc se tenait dans un coin, se faisant tout petit. Il ressemblait à un prisonnier attendant son exécution. Merci à tous d'être venus, ai-je dit en prenant le centre de la pièce. Je sais que c'est peu orthodoxe. Peu orthodoxe? A craché monsieur Henriot. C'est un cirque. Votre frère a essayé de vendre ma cargaison avec les camions, Aline. J'ai des avocats qui rédigent des poursuites en ce moment même. Je ne savais pas, a lâché Luc. Elle m'a dit. Silence, ai-je dit. L'ordre était doux, mais il a claqué comme un fouet. Luc s'est tu. Je me suis tourné vers le groupe. Voici les faits. L'entreprise n'a aucune liquidité. Les comptes d'exploitation sont gelés. La flotte est partiellement compromise. Et dans 3 h 40, le logiciel propriétaire qui gère toute la logistique expirera, rendant le reste de la flotte inutile. Alors, c'est fini? A dit Michel en croisant ses bras massifs.
Je ferais mieux de dire aux gars de vider leur casier. Pas nécessairement, ai-je dit. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti une épaisse liasse de documents. Je les avais imprimés à l'imprimante du poste des infirmières pendant que Luc pleurait. Il y a une solution, ai-je dit, mais cela nécessite une restructuration. J'ai fait glisser les documents sur la petite table. Ceci est un accord de transfert de propriété, ai-je expliqué. Il transfère 51% des actions avec droit de vote majoritaire d'Antoine et Luc Vasseur à Aline Vasseur. Il m'installe également comme présidente directrice générale permanente, avec effet immédiat. La pièce est devenue silencieuse. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré Luc. Papa ne le ferait jamais. Papa est inconscient, les jeux interrompus. Et toi, Luc, tu as la procuration. Tu as signé les papiers la semaine dernière quand papa est allé pour son bilan de santé. Véronique t'a fait le faire pour que tu puisses vendre le terrain, n'est-ce pas? Luc a pâli. Il a hoché lentement la tête. Alors tu as l'autorité. Signe ceci, ai-je dit. Je me suis tourné vers Madame Chevalier. Si je prends le contrôle, j'injecterai mon capital personnel et les bénéfices de mon cabinet de conseil et les frais de licence de propriété intellectuelle pour couvrir les salaires de cette semaine. Je garantirai personnellement les prêts en utilisant le code source de Zénith comme garantie. Il est évalué à 2 760 000 €. Madame Chevalier a haussé un sourcil. Vous mettriez en jeu votre propre propriété intellectuelle pour sauver l'entreprise. Oui. Je me suis tourné vers Monsieur Henriot. Si je suis présidente directrice générale, le système Zénith reste en ligne. Vos expéditions partent ce soir. Pas de retard. Et je vous offrirai une remise de 10% sur les expéditions du 4e trimestre pour m'excuser de ce gâchis. Henriot a grogné, sa posture se détendant légèrement. 15%. 15%, ai-je contre-attaqué, mais vous signez un contrat d'exclusivité de 2 ans maintenant. Il a fait une pause, puis a hoché la tête. Si tu es aux commandes, Aline, je signerai. Je me suis tourné vers Michel. Michel, si je prends la relève, aucun camion n'est vendu, pas de licenciement, et j'approuverai enfin l'ajustement de la paie des heures supplémentaires que tu as demandé il y a 6 mois. Michel a esquissé un sourire. Tu as un stylo? Je me suis retourné vers Luc. Il tremblait. Les murs se refermaient sur lui. Il a réalisé que dans cette pièce, parmi les gens qui faisaient réellement fonctionner l'entreprise, il n'était qu'un fantôme. Il avait le titre, mais j'avais le respect. Signe, Luc, ai-je dit en lui tendant le stylo. Mais et moi? A-t-il demandé d'une petite voix. Qu'est-ce que j'obtiens? Tu obtiens de ne pas aller en prison, ai-je dit froidement. Si tu signes, je ne signalerai pas ta négligence à l'autorité des marchés financiers. Je ne te poursuivrai pas pour la perte de revenus, et je te donnerai un travail. Un travail? A-t-il demandé, plein d'espoir. Vice-président du marketing. Non, ai-je dit. Nous avons besoin d'un répartiteur de nuit. Le service commence à minuit. Tu réponds au téléphone. Tu apprends les itinéraires. Tu apprends les noms des chauffeurs. Sa mâchoire est tombée. Tu veux que je travaille dans un bureau partagé? Sous qui? Sous moi, ai-je dit. C'est à prendre ou à laisser. Tu as 3 minutes avant que Madame Chevalier ne dépose la saisie. Luc a regardé les papiers. Il a regardé Madame Chevalier, qui tapotait sur son téléphone. Il a regardé Michel, qui le foudroyait du regard. Il a réalisé qu'il n'avait aucun levier. Véronique avait pris sa fierté, et je prenais son pouvoir. D'une main tremblante, il a pris le stylo. Il n'a pas lu les termes. Il a juste signé son nom sur la ligne où président-directeur général était autrefois imprimé. Fait, a-t-il murmuré en laissant tomber le stylo. J'ai ramassé le document. J'ai vérifié la signature. Merci, ai-je dit. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé le code de dérogation administrative pour le système Zénith. Statut, licence renouvelée. Durée, permanente. J'ai regardé le groupe. Messieurs, Madame Chevalier, Logistique Vasseur est ouverte aux affaires. La reprise a été lente mais régulière, tout comme Antoine. Quand papa s'est réveillé 2 jours plus tard, il était confus.
Il était faible. Le médecin lui a dit qu'il avait besoin d'un repos absolu. Pas de stress, pas de travail, pas de cris. Je me suis assise à son chevet, lui tenant la main. J'ai attendu qu'il soit lucide, que le brouillard des sédatifs se soit dissipé. Aline, a-t-il croassé. L'entreprise. Les camions. Les camions roulent, papa, ai-je dit doucement. Les expéditions sont à l'heure. La banque est satisfaite. Il a laissé échapper un long soupir tremblant. Comment? Luc. Luc n'est plus le président-directeur général, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste expliqué ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de la réunion dans la chapelle. Je lui ai parlé de Véronique, qui avait été arrêtée à l'aéroport de Roissy en essayant de monter à bord d'un vol pour Dubaï avec une valise pleine de bijoux achetés avec notre carte d'entreprise. Antoine a écouté en silence. Des larmes ont coulé des coins de ses yeux, traçant des sillons dans ses cheveux gris. J'ai fait une erreur, a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Je pensais. Je pensais parce qu'il était mon fils. Parce que c'était un homme. Je sais, papa, ai-je dit. J'ai serré sa main. Mais l'héritage n'est pas une question de genre. C'est une question de compétence. C'est une question de qui est là quand il pleut et que les camions ne démarrent pas. Il a serré ma main en retour, faiblement méprisant. Je suis désolé, Aline. Je suis tellement désolé. Je sais, ai-je répété. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le lourd nœud de colère dans ma poitrine commencer à se desserrer. Repose-toi maintenant. Je dois retourner au bureau. Grand Michel menace de faire grève si la machine à café n'est pas réparée. Antoine a gloussé, un son sec et rauque. Prends-lui le café corsé. Il déteste le mélange moyen. Je sais, ai-je souri. Je l'ai déjà commandé. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit à l'hôpital. Logistique Vasseur est différente maintenant. Le bureau n'a pas de bar ni de mobilier en chrome. Il ressemble à un bureau de logistique, animé, légèrement en désordre et bruyant. Luc est toujours là. Il travaille de nuit. Il déteste ça, je pense. Mais il est présent. Il répond au téléphone. La semaine dernière, je l'ai entendu expliquer une erreur d'itinéraire à un chauffeur sans regarder le manuel. Il apprend. Il est humble. Il est encore loin de la direction, mais il commence enfin à faire partie de la famille qu'il a failli détruire. Papa est officiellement à la retraite. Il vient le mardi pour déjeuner avec moi et inspecter l'entrepôt, ce qui consiste principalement à raconter des histoires aux nouveaux mécaniciens. Il a l'air en meilleure santé qu'il ne l'a été depuis des années. Le fardeau de la couronne a disparu. Quant à moi, je suis assise au bureau de grand-père. L'éclat dans ma tasse est toujours là. La lumière fluorescente vacille encore de temps en temps. Hier, j'ai reçu une lettre du procureur. Véronique, alias Vanessa Roux, a plaidé coupable de fraude électronique et de vol qualifié. Elle risque 10 à 15 ans. Elle a envoyé une lettre de prison adressée à Luc, demandant de l'argent pour son compte de cantine. Je ne la lui ai pas donnée. Je l'ai mise dans le destructeur de documents, juste à côté du plan de restructuration qu'elle avait rédigé. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder par la fenêtre. La cour était pleine. Les camions étaient alignés, moteur au ralenti, prêts à partir à travers le pays. Ils transportaient de la nourriture, des médicaments, des fournitures, le sang vital de l'économie. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Monsieur Henriot. Henriot, expédition arrivée en avance. Bon travail, Vasseur. J'ai souri et j'ai répondu. Aline, c'est ce que nous faisons. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mes écrans. Le système Zénith bourdonnait, des voyants verts sur tous les tableaux. Le code était parfait.